Eh bien, bonsoir et bienvenue à toutes et tous en ce début d'année que nous vous souhaitons heureuse à toutes. Laure et moi avons souhaité débuter cette année avec une série de webinaires sur la radiothérapie et nous avons fait le choix d'avoir des sessions de 30 minutes pour répondre à la spécificité de chaque indication. Et on l'a encore vu ce midi que chaque indication avait ses spécificités et que vous aviez de nombreuses questions. Donc, nous avons eu à midi la gestion des effets secondaires avec Madame Fromentin de l'Institut Curie qui nous a parlé de la cicatrisation et on a eu aussi beaucoup de questions notamment et des interrogations sur d'autres effets collatéraux justement dus à tout ce qui était dans la sphère plus intime. Donc ce soir, nous avons la grande chance pour répondre à ces questions et pour avant tout nous a parlé des indications et nous expliquer les traitements. Le plaisir d'accueillir le professeur Chargari, qui est donc chef de service de curithérapie à Gustave Roussy et qui est oncoradiothérapeute. Merci infiniment d'être parmi nous, professeur Chargari. Je vais laisser juste... Alors, un petit mot. Alors, tout le monde connaît bien le fonctionnement, mais je préfère le répéter. Il y a 2 onglets en bas de votre écran, un onglet chat sur lequel vous pouvez bien sûr partager des commentaires entre auditeurs et l'onglet questions pour poser vos questions. Cet onglet questions permet à Laure et à moi de remonter ensuite les questions au professeur Chargari après la présentation de ces slides dans la partie questions-réponses. Bien évidemment, il ne s'agit en aucun cas de téléconsultation et nous ne prendrons donc que des questions d'ordre général. Pour toute question d'ordre personnel vous concernant un de vos proches, merci de vous rapprocher de votre équipe soignante. Voilà, vous avez toutes les informations. Je peux donner la parole à Laure. Laure, c'est à toi. Bonsoir, alors bienvenue à toutes pour cette soirée dédiée à la radiothérapie des cancers gynécologiques. Un tout petit mot sur ces cancers. Ils sont moins nombreux. Les cancers du col, tout particulièrement, touchent finalement à peu près 3000 patientes par an. Et parmi les traitements absolument essentiels, il y a la radiothérapie. Et finalement, on connaît assez peu de choses quand on démarre ces traitements de ce parcours-là. On a souhaité, grâce à cette webconférence, vous permettre d'avoir donc des informations précises pour pouvoir anticiper, vous préparer à ces traitements, bien les comprendre, comprendre leur utilité et aussi s'en remettre le mieux possible puisque la difficulté des cancers gynéco, c'est qu'ils touchent effectivement cette sphère intime et c'est très important d'en prendre soin pour pouvoir retrouver après la meilleure qualité de vie possible. Donc merci professeur et on vous écoute avec grand plaisir ce soir. Merci à vous de m'avoir invité à discuter avec vous des modalités de la radiothérapie, de sa place dans la prise en charge des cancers gynécologiques. Et vous allez voir que c'est vraiment un traitement, radiothérapie et curithérapie, des traitements indispensables dans l'arsenal thérapeutique dont on dispose aujourd'hui. Alors tout d'abord, quelques rappels épidémiologiques pour souligner que ces cancers gynécologiques, même s'ils ne sont pas aussi fréquents que les cancers du sein ou de la prostate, représentent une cause majeure de morbimortalité à l'échelle de la population, en particulier française, avec au premier rang desquels les cancers de l'endomètre, 8000 cas par an, 2300 décès. Les cancers du col utérin qui touchent des patientes plus jeunes, l'âge médian c'est autour de 50 ans, 3000 cas par an, 1000 décès. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler l'importance de la vaccination, puisqu'on sait maintenant depuis longtemps que ces cancers du col utérin sont des cancers dont l'oncogénèse, c'est-à-dire les mécanismes de survenue, sont liés à l'infection à l'human papillomavirus. Et on a aujourd'hui un outil qui est la vaccination contre l'HPV qui permet très clairement de diminuer l'incidence de ces cancers. Donc c'est l'occasion de le rappeler, l'importance de cette vaccination. On a également, pour les cancers du col de l'utérus, un dépistage qui est organisé avec des frottis et des tests HPV. Plus rarement, les cancers gynécologiques sont des cancers de la vulve et du vagin. Alors, cancer de la vulve, c'est un traitement essentiellement chirurgical, et cancer du vagin, un traitement qui repose essentiellement sur la radiothérapie. Les principaux signes cliniques communs à ces cancers sont la survenue de saignements, de douleurs ou de pertes vaginales.
Alors la place de la radiothérapie, elle est majeure. En traitement exclusif, quand on appelle traitement exclusif, c'est un traitement qui repose sur une irradiation externe et une curithérapie pour les tumeurs localement évoluées. Alors, par exemple, des cancers du col utérin localement avancés, des cancers de l'endomètre inopérables. Et dans ces situations, le traitement, c'est une radiothérapie suivie d'une curithérapie et souvent associée à une chimiothérapie concomitante. Ce traitement va délivrer des doses très élevées au niveau de la tumeur et c'est tout l'intérêt de la curithérapie, complémentaire à l'irradiation externe, que de délivrer des doses particulièrement élevées, des doses à visée curative au niveau du site tumoral principal. On a également une place pour la radiothérapie en traitement préventif, traitement post-opératoire, qui est un traitement qui a pour objectif de limiter le risque de rechute locale ou loco-régionale, c'est-à-dire au niveau des ganglions pelviens. Ce traitement, c'est une curithérapie et ou une radiothérapie adjuvante. On associe assez souvent les deux. Et l'exemple typique, c'est l'exemple des curithérapies préventives du fond vaginal chez des patientes opérées pour un cancer de l'endomètre, chez lesquelles, quand il y a des facteurs de risque de rechute, on sera amené à proposer une curithérapie du fond vaginal qui délivre 3 à 4 séances en ambulatoire, donc il n'y a pas besoin d'hospitalisation. Les doses sont assez faibles et il y a très peu d'effets secondaires lorsqu'on s'intéresse à une curithérapie exclusive du fond vaginal. Et enfin, la radiothérapie a une place dans le traitement des métastases euh, avec un objectif qui est le plus souvent symptomatique, c'est-à-dire soulager les symptômes que sont la douleur ou les compressions liées à une évolution tumorale ou les saignements parfois. Mais on a également de plus en plus avec des nouveaux outils de radiothérapie externe, des traitements dits ablatifs qui vont permettre de délivrer des doses à visée curative lorsque des patientes ont une maladie qu'on appelle oligométastatique, c'est-à-dire avec peu de sites tumoraux. Alors, quelle est la différence entre radiothérapie externe et curithérapie? Les deux modalités sont des traitements qui reposent sur des rayonnements ionisants la différence principale réside dans le mode de délivrance de cette irradiation. La radiothérapie externe consiste à réaliser des traitements quotidiens pendant le plus souvent plusieurs semaines, avec des séances qui chaque jour vont délivrer une dose relativement faible, mais qui, cumulée au bout de plusieurs semaines, va permettre d'apporter une dose plus élevée. Et cette radiothérapie externe, elle est délivrée au moyen d'accélérateurs, c'est-à-dire de machines qui ressemblent à des scanners et qui permettent d'avoir une irradiation qui vient de l'extérieur et qui se focalise sur les points qui nous intéressent, c'est-à-dire, par exemple, dans le cas de cette patiente, les chaînes ganglionnaires. En bleu, vous avez ici le volume d'irradiation et vous voyez que c'est un volume qui est assez large puisque la radiothérapie externe va avoir l'avantage de permettre de délivrer des doses dans des volumes assez importants. La curithérapie, le mécanisme est totalement différent, en tout cas dans la modalité de délivrance de la dose, puisque au lieu que le rayonnement vienne de l'extérieur, il vient directement de l'intérieur de la tumeur au moyen de cathéters qui sont implantés dans la tumeur ou à sa proximité immédiate. On va ainsi pouvoir délivrer des doses élevées dans des volumes beaucoup plus restreints. Et on voit ici, par exemple, pour cette patiente qui a un cancer du col de l'utérus, le col de l'utérus qui est un petit peu en grisâtre, et au milieu un petit cathéter blanc. Et c'est de ce cathéter que va provenir l'irradiation. On va pouvoir, avec la curithérapie, délivrer des doses importantes dans des volumes très restreints. Alors, l'intérêt est pour les tumeurs qui sont dites radiorésistantes, c'est-à-dire qui ont besoin de fortes doses pour être éradiquées. La curithérapie va permettre de faire ce qu'on appelle une escalade de dose, c'est-à-dire monter la dose de manière très focale en épargnant au mieux les organes qui sont autour. On va centrer le propos sur la prise en charge des cancers du col utérin localement avancés, c'est-à-dire les tumeurs dites inopérables, c'est-à-dire des tumeurs qui font plus de 4 cm ou qui commencent à s'étendre au-delà du col de l'utérus, c'est-à-dire dans la région dite des paramètres, c'est-à-dire ce tissu graisseux qui est autour du col de l'utérus, ou dans les ganglions pour des tumeurs qui font plus de 4 cm. Le traitement standard dans cette situation, il repose sur l'association d'une radiothérapie externe, qui va délivrer 45 Gray, c'est notre unité de mesure. Sachant qu'on délivre en général 1,8 à 2 Gray par séance, on est autour de 25 séances. Le plus souvent, c'est un traitement qui délivre 25 séances à raison d'une séance par jour, du lundi au vendredi sur 5 semaines.
On peut être amené dans certains cas à traiter le samedi, en particulier quand les patientes ont des interruptions de traitement. Ce traitement, il est la première partie de la prise en charge des cancers du col utérin localement avancés. Il consiste à traiter l'utérus, le col de l'utérus, une partie du vagin et les aires ganglionnaires autour, qui sont les premières zones de drainage du cancer du col de l'utérus. Ce traitement est potentialisé, c'est-à-dire amélioré par l'administration hebdomadaire d'une chimiothérapie qui est le plus souvent du cisplatine, une séance par semaine. Donc, certains jours de la semaine, les patients auront à la fois la chimiothérapie et à la fois la radiothérapie externe. Et il est important d'éviter au maximum les interruptions de traitement, car on sait que pour ce genre de maladie, la tumeur a tendance à résister davantage lorsqu'on est amené à faire des interruptions du traitement. Au bout de ces 5 semaines de radiothérapie et de chimiothérapie, la patiente bénéficie d'une curithérapie qui est guidée par l'imagerie, c'est-à-dire qui se fait avec l'aide d'une IRM le plus souvent, qui va nous permettre de bien visualiser la tumeur. Alors, cette curithérapie, elle a une importance fondamentale. Il a été montré que ne pas réaliser de complément de curithérapie chez les patientes qui ont un cancer du col utérin localement avancé était associé à un risque accru de rechute et de décès. Et donc, même si c'est un traitement particulièrement contraignant pour les patientes, c'est un traitement qui a très clairement montré son bénéfice dans l'objectif de guérison. Alors, cette curithérapie nécessite en général une anesthésie générale pour mise en place du dispositif, un dispositif consistant en un cathéter qui se place à l'intérieur de l'utérus. Vous avez ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais en grisâtre, l'utérus, avec une sonde dans l'utérus et un dispositif qui a été mis en place dans le vagin. Ensuite, après cette curithérapie, il n'y a pas d'indication à un traitement complémentaire systématique et on revoit les patientes à 6-8 semaines, c'est-à-dire presque 2 mois de la curithérapie avec un examen gynécologique, une IRM, et il n'y a aucune indication aujourd'hui en 2022 à une chirurgie complémentaire de l'utérus, puisque on va revenir dessus. Le plus souvent, ce traitement permet une rémission complète de la maladie et il n'y a donc pas de place pour une chirurgie complémentaire qui ne fait qu'augmenter le risque de complications vaginales ou urinaires en particulier, sans avoir démontré aujourd'hui son bénéfice. Alors la radiothérapie externe, comment ça se passe? Vous avez ici un exemple de machine, il en existe plusieurs différentes. Cette machine va délivrer un rayonnement qui va pouvoir prendre différentes incidences de manière à délivrer une dose élevée au niveau du volume cible en épargnant au maximum les organes aux alentours. La radiothérapie est un traitement quotidien dans le cadre des cancers du col utérin localement avancé et les différentes étapes sont les suivantes. D'abord, on va préparer le traitement à partir d'un scanner qui sera le plus souvent injecté et à partir de ce scanner, on va définir les volumes d'intérêt, c'est-à-dire les volumes que l'on veut traiter et les volumes que l'on veut éviter, c'est-à-dire les organes à risque. Et on a aujourd'hui des contraintes de dose très claires qui ont été publiées dans la littérature et qui nous permettent de guider la réalisation de ce traitement pour limiter au maximum le risque d'effets secondaires tardifs. Une fois que la planification du traitement est décidée, chaque séance est un peu stéréotypée avec installation de la patiente sur la machine, vérification de son positionnement grâce à une imagerie qu'on dit embarquée, c'est-à-dire on a la possibilité de faire des coupes scanners le plus souvent au moment de la séance ou juste avant, pour vérifier que la réplétion vésicale est satisfaisante. Qu'est-ce qu'une réplétion vésicale satisfaisante? On nous pose souvent la question, comment doit être ma vessie au moment du traitement? En fait, la réplétion vésicale, le remplissage de la vessie doit être confortable, c'est-à-dire suffisamment important pour que les structures digestives qui sont situées au-dessus soient à distance du volume que l'on va irradier, mais pas non plus trop importante pour pas que la séance soit trop inconfortable pour la patiente. Il peut être difficile, au bout de quelques semaines, de garder des urines lorsqu'on a une inflammation, lorsqu'on a un traitement en cours de radiothérapie, et il faut donc une réplétion confortable. Alors, il y a plusieurs astuces qui existent. Chaque centre a un petit peu ses protocoles.
Ce qui est souvent proposé à l'Institut Gustave Roussy, c'est on demande aux patientes 1 heure avant chaque séance, 3/4 d'heure à 1 heure avant chaque séance, d'aller à la selle, si elles peuvent, d'essayer de vider la vessie et le rectum, et de boire dans l'immédiat, juste après, une bouteille d'eau, 500 centilitres d'eau, ce qui leur permet à la séance, quand elles seront installées, d'avoir une vessie suffisamment bien remplie et le plus souvent toujours dans la même position. Alors parfois c'est compliqué, parfois on demande aux patients de descendre de la table, d'aller aux toilettes, on les fait reboire et ça prend beaucoup de temps et ça peut être un petit peu compliqué, alors que la séance dure quelques minutes, l'ensemble est souvent un peu plus long et il faut prévenir les patientes qui pour certaines continuent à avoir une activité professionnelle qu'on peut avoir parfois quelques difficultés à leur réaliser le traitement, mais on y arrive toujours. Les patientes bénéficient 1 fois par semaine d'une consultation médicale. Alors cette consultation, je pense que c'est important de souligner que lorsque les examens gynécologiques sont possibles, c'est-à-dire que lorsqu'ils ne sont pas trop douloureux, il faut essayer de les réaliser pour d'une part visualiser comment la tumeur va régresser, pour nous assurer que la patiente n'a pas d'effet secondaire trop important. Alors parfois, en cours de traitement, il est difficile d'examiner les patientes car les examens sont douloureux et dans ces cas-là, on les espace davantage. Cette consultation a pour objectif de prendre en charge les éventuels effets secondaires, de répondre aux questions que les patientes pourraient se poser en cours de traitement et de leur réaliser toute prescription jugée utile pour essayer de soulager d'éventuels symptômes, et également de vérifier que le reste de la prise en charge est bien programmé. La chimiothérapie, c'est une chimiothérapie qui se délivre 1 fois par semaine, je l'ai dit, qui augmente l'efficacité locale de la radiothérapie et qui a également pour objectif de lutter contre d'éventuelles métastases. Donc parfois on est amené à ne pas la faire lorsque les patientes ont des contre-indications ou lorsque pour différentes raisons, elle n'est pas indiquée, mais le plus souvent, pour les cancers du col utérin localement avancés, on sera amené à faire une chimiothérapie concomitante. Vous avez ici un exemple de ce qu'on appelle délinéation, c'est-à-dire définition des volumes de traitement pour une radiothérapie externe. En vert, on voit ici les aires ganglionnaires qu'on va devoir traiter, puisque les cancers du col utérin sont à risque important de localisation ganglionnaire, et vous voyez en rouge qu'il y a un ganglion débutant. En bleu, vous voyez ici le volume d'intérêt qu'on appelle centropelvien, c'est-à-dire dans le centre du pelvis, l'utérus, les zones ganglionnes, les zones adjacentes où la tumeur peut s'étendre. Et en pointillé, vous voyez ici le volume qu'on va traiter. Ce volume est un petit peu plus grand que le volume qu'on appelle volume cible. Pourquoi? Parce qu'il faut tenir compte des mouvements possibles de l'utérus et des aires ganglionnaires en rapport avec des mouvements de la vessie ou à la réplétion rectale qui peut varier au fur et à mesure des séances. Donc on prend quelques petites marges et ensuite il va y avoir un travail de dosimétrie pour délivrer la dose de 45 Gray dans ce volume d'intérêt en pointillé en évitant au maximum le rectum en arrière et la vessie. Mais vous voyez que même avec des techniques hyper sophistiquées de traitement telles qu'on a aujourd'hui, il y a quand même une partie des organes à risque qui va recevoir une dose de radiothérapie plus faible que le volume cible, mais néanmoins suffisante pour entraîner des effets secondaires. Alors quels sont-ils en rapport avec la radiothérapie? C'est essentiellement des troubles digestifs, car vous voyez par exemple ici, l'intestin, le côlon sigmoïde est dans le volume de traitement, même si les doses sont relativement plus faibles, il peut y avoir donc une inflammation. Donc cette inflammation peut donner des diarrhées en rapport avec les radiations digestives. On a également une irritation vésicale qui donne des symptômes en rapport avec une cystite non infectieuse. On sera amené parfois à faire des prélèvements d'urine pour vérifier que la patiente n'a pas en plus une infection urinaire. On peut également avoir une inflammation vaginale et une perte vaginale qui sont très fréquents. Pour ce qui est des effets de la chimiothérapie, s'additionnent à ceux de la radiothérapie externe avec de la fatigue, des troubles digestifs, avec nausées, vomissements, des paresthésies, c'est-à-dire des fourmillements dans les extrémités, des bourdonnements d'oreilles et des troubles hématologiques. La curithérapie nécessite la mise en place directement dans l'utérus et dans le vagin d'un dispositif au contact. Donc vous avez différents dispositifs qui sont celles qu'on utilise assez souvent à Gustave Roussy, qui sont des dispositifs faits sur mesure, puisque chaque patiente a son anatomie propre et on doit en tenir compte au maximum dans le choix du dispositif que l'on va mettre sous anesthésie, puisque la patiente va le garder quelques jours et on arrivera à faire un traitement de meilleure qualité si on a un applicateur le plus proche possible de son anatomie. Ça se fait sous anesthésie le plus souvent générale,
parfois sous anesthésie locale dans des cas sélectionnés ou quand il y a une situation d'urgence. Le plus souvent, on essaye de faire quand même, l'intervention se fait sous anesthésie générale, qui peut être une rachianesthésie. Ça dure environ 3/4 d'heure, la mise en place de dispositifs. Donc voilà les différentes étapes. Mise en place de dispositifs, acquisition de l'imagerie. Il y a un travail qui est fait avec les physiciens pour vérifier la position des cathéters. Parfois, pour des tumeurs importantes comme celle-ci, on sera amené à mettre, en plus de la sonde utérine, des cathéters directement autour de l'utérus, qu'on appelle curithérapie interstitielle. Et ensuite, après des contrôles de qualité, le traitement peut être délivré soit en débit pulsé, ça veut dire que la patiente va rester quelques jours hospitalisée, en général 3 jours, 3 à 4 jours, avec une source radioactive qui va sortir d'une machine et reliée par des cathéters, va se mettre directement en position dans l'utérus qui nous intéresse pour délivrer la dose la plus importante au niveau de la tumeur et la dose la plus faible au niveau des organes à risque. Ça, c'est le traitement en débit pulsé. Ça veut dire que la source sort toutes les heures, jour et nuit en continu. Il n'y a pas de douleur pendant la sortie de source. Il peut y avoir des douleurs en rapport avec l'applicateur et qui nécessitent parfois des traitements morphiniques. Le traitement peut également avoir lieu en haut débit, ça veut dire que la patiente va recevoir en général 2 séances par jour pendant 2 à 3 jours, avec des doses donc un peu plus élevées, beaucoup plus élevées à chaque séance, mais au final, la délivrance de la dose sera assez proche du traitement en débit pulsé. Quels sont les résultats de la curithérapie et de la radiothérapie pour les cancers du col localement avancé? C'est important de bien avoir en tête que on a fait des progrès considérables au cours des dernières années dans la probabilité de guérison de nos patientes. Avec aujourd'hui, avec ces traitements modernes guidés par l'imagerie et une curithérapie de qualité, une probabilité de contrôle local, y compris pour des tumeurs très avancées, qui est de plus de 90%. Donc c'est vraiment nettement supérieur à ce qu'il y avait dans le passé, et c'est nettement supérieur à ce qu'on pourrait avoir avec n'importe quelle chirurgie pour ces tumeurs avancées. Ces données, on les a maintenant à partir de très très grosses études qui ont traité un nombre important de patients et qui ont regardé dans le détail quels étaient les résultats oncologiques. Alors qu'en est-il des résultats fonctionnels? Quand on regarde sur des études qui se sont intéressées, non pas comment le médecin évaluait ces séquelles des traitements, mais comment les patientes elles-mêmes évaluaient leur ressenti, c'est probablement ces échelles qui sont les plus pertinentes. On a pu montrer que, au fur et à mesure du traitement, dans les mois qui vont suivre, la patiente va présenter souvent une amélioration de sa qualité de vie globale et de pourquoi? Parce que la tumeur du col de l'utérus en elle-même est pourvoyeuse de symptômes importants, de douleurs, un retentissement sur la vie sociale, sur la possibilité des patients de sortir de chez elles en raison des saignements, en raison des pertes, en raison des douleurs. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête parce que, heureusement, quand les patientes sont guéries, on oublie tout ça, mais ensuite s'installent les effets secondaires du traitement. Globalement, il y a quand même une amélioration de la qualité de vie des patientes après versus avant traitement. Mais les effets secondaires des traitements, ils sont réels, ils existent, ils sont liés à la radiothérapie, à la curithérapie, mais également à la tumeur qui peut avoir entraîné des modifications locales importantes, des rétrécissements du vagin qui sont souvent liés également à la tumeur quand il y a une atteinte importante du vagin. Il a très clairement été montré que les patientes qui avaient une atteinte vaginale massive avaient également davantage de séquelles. Alors, quelles sont ces séquelles à distance du traitement? Les séquelles, elles sont essentiellement vaginales, avec des sténoses, c'est-à-dire un rétrécissement du vagin et des douleurs possibles, qui peuvent avoir un retentissement sur la qualité de vie sexuelle en particulier. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est quand même souvent la plainte principale, celle de séquelles du traitement. Alors, il y a des patientes qui sont traitées et qui n'ont pas de séquelles ou très peu de séquelles et qui ont une qualité de vie normale, sans douleur, sans saignement. Et inversement, on a des patientes qui ont un retentissement très important sur leur qualité de vie sexuelle. Autre effet de l'irradiation, c'est la ménopause, dont il faut prévenir les patientes quand elles ne sont pas déjà ménopausées, et la stérilité qui sont définitives. Il y a également une fragilisation osseuse qui explique qu'on puisse voir parfois ce qu'on appelle des fractures de fatigue, c'est-à-dire des zones de fragilisation au niveau du bassin. Chez des patientes ménopausées, il peut y avoir, c'est un signe d'alerte, c'est-à-dire qu'il faut avoir en tête que si des patientes ont des douleurs au niveau du bassin importantes, il faut faire une imagerie pour regarder s'il n'y a pas une fracture du bassin qui se traite souvent par antalgique et traitement de la ménopause, parfois également avec une consolidation en radiologie.
Les autres séquelles, elles ont vraiment diminué avec les nouvelles modalités de traitement. C'est des diarrhées. On a assez souvent des troubles de transit persistants, diarrhée, constipation, alternance des deux. Et il faut les prendre en charge. Des cystites avec encore des patientes qui peuvent avoir des envies plus fréquentes d'uriner. Les fuites urinaires sont relativement rares lorsque les patients n'en ont pas avant, mais avec le temps, avec l'âge, avec les traitements, peuvent s'installer ces symptômes. Et une rééducation sphinctérienne peut être nécessaire et peut être proposée quand les patientes s'en plaignent. Les fistules. Alors la fistule, c'est l'événement le plus, en termes de séquelles, le plus problématique. C'est une communication entre le vagin et la vessie, ou le rectum et le vagin. Ça se traduit par des passages d'urine dans le vagin, et ça a un retentissement majeur sur la qualité de vie. Ça peut nécessiter des poches. Il faut en parler, je pense, pour les patientes en particulier qui ont des tumeurs très avancées. Pourquoi? Parce que ces fistules, elles sont le plus souvent liées à l'évolution du cancer. Quand on a un cancer du col de l'utérus qui a envahi la vessie ou le rectum, lorsque la tumeur disparaît, il peut apparaître une formation, une communication entre le vagin et la vessie. Ce sont des événements rares, moins de 5%, c'est-à-dire que 95% des patients n'en voient pas, mais quand ils surviennent, ils nécessitent une prise en charge assez souvent chirurgicale. Dans la suite de la prise en charge, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de place pour une chirurgie. On va cependant dépister, la surveillance a pour objectif d'une part de dépister les rechutes avec un examen clinique, un interrogatoire et une IRM qui est systématique à 2 mois du traitement, puis ensuite qui est guidée par d'éventuels symptômes. On a tendance à proposer quand même une IRM assez régulièrement, tous les 6 mois pendant 2 ans, puis une fois par an pendant les 3 ans qui suivent. On n'a pas montré le bénéfice à faire ces IRM, mais quand même, il y a certaines patientes qui ont des rechutes locales isolées qui peuvent être accessibles à une chirurgie, mais ce n'est pas toujours le cas. L'autre objectif de la surveillance, c'est de prévenir et de traiter d'éventuelles complications. Alors, dans les suites immédiates de la curithérapie, on recommande aux patientes de faire des irrigations vaginales pendant les quelques semaines qui suivent, jusqu'à ce qu'elles soient revues par leur oncologue radiothérapeute. Ces irrigations, elles permettent d'évacuer les sécrétions, d'évacuer la tumeur également qui va être évacuée de manière naturelle. Et je pense qu'au bout de ces 6-8 semaines, il est important de proposer aux patientes, quand leur situation clinique le permet, l'utilisation de dilatateurs vaginaux. Alors ces dilatateurs, ils ne sont pas toujours bien acceptés parce que ils peuvent être d'utilisation douloureuse. Il existe différents modèles. Alors, tous les modèles ne se valent pas, et je pense qu'il est important que les patientes se mettent en contact avec des associations de patientes, ou quand elles en discutent avec leur gynécologue ou leur oncologue radiothérapeute, puisque ces dilatateurs, ils ont pour un objectif double. Alors, l'objectif principal, c'est d'éviter la survenue d'une sténose vaginale, c'est-à-dire d'un rétrécissement du vagin chez une patiente qui a une irradiation vaginale, donc qui a une inflammation. Et s'il n'y a pas de rapport sexuel avec pénétration dans les suites du traitement, on peut voir ce qu'on appelle des synéchies, donc un rétrécissement du vagin qui peut rendre difficile, douloureux les rapports sexuels, et également gêner la réalisation des examens gynécologiques. On a également besoin d'avoir des recours à des sexologues ou des psychologues. On a souvent des difficultés à avoir accès à cette ressource, mais en général, on y arrive si besoin d'en discuter. Je pense important d'avoir en tête qu'on peut demander une consultation experte à son médecin. Les traitements hormonaux substitutifs ne sont pas contre-indiqués, locaux ou généraux, en tout cas le plus souvent. Les lubrifiants peuvent être également proposés, et on prendra en charge d'éventuelles séquelles digestives ou urinaires, avec en particulier des traitements qui vont lutter contre l'hyperactivité vésicale ou lutter contre les fuites urinaires ou les diarrhées. Enfin, soulignons les voies de recherche. Ce sont des voies importantes. Je vous ai dit que 90% des patientes avaient une rémission complète locale, mais on voit encore malheureusement, jusque dans 30% des cas, en particulier les cas les plus avancés, des métastases à distance qui surviennent dans l'histoire de la maladie, ou des rechutes ganglionnaires. Et aujourd'hui, on a plusieurs pistes de recherche, l'immunothérapie avec plusieurs études en cours. Également, on travaille à essayer de mieux identifier les facteurs de rechute liés à la biologie du cancer ou liés à des facteurs dosimétriques. Voilà, je vous remercie, et j'essaierai de répondre à vos questions si vous en avez.
Merci beaucoup, professeur Chargari. Vous avez déjà répondu à beaucoup de questions qui se posaient au fil du temps. La curithérapie, est-ce qu'elle est accessible partout en France, dans tous les centres? Comment ça se passe? Alors non, tous les centres n'ont pas accès à la curithérapie, ça c'est un point important. Et je pense qu'il faut qu'on essaye de sensibiliser davantage les pouvoirs publics à ce problème. C'est un traitement qui est, comme vous avez vu, hyper sophistiqué, hyper contraignant pour les patientes, mais aussi en termes d'organisation de la prise en charge. Il faut un accès au bloc opératoire, il faut accès à une équipe chirurgicale, puisqu'il peut y avoir des saignements, il peut y avoir des complications, accès à une imagerie, donc une IRM, et vous savez la difficulté de tout ça. Donc tous les centres n'y ont pas accès. On a aujourd'hui sur un maillage quand même des différents centres qui font de la curithérapie. La plupart des centres de lutte contre le cancer ont accès à une curithérapie. La plupart des services publics, et en particulier sur l'assistance publique par exemple, y ont accès. Et il y a également des centres libéraux qui font de la curithérapie. Donc tous les centres n'y ont pas accès, mais ce qui est important, on peut envisager qu'une patiente ait sa radiothérapie dans un centre à proximité de chez elle et sa curithérapie dans un centre expert. C'est d'anticiper tout ça, puisque il faut que le traitement se fasse dans des délais aussi courts que possible, et donc que les centres qui n'ont pas de radiothérapie, de curithérapie, pardon, soit adressent les patientes à des centres qui ont de la curithérapie pour faire l'ensemble de la prise en charge au même endroit, en particulier pour bénéficier d'essais thérapeutiques, soit et une filière de recours dans un centre expert pour la curithérapie pour que toutes les patientes en bénéficient. Merci. Et toujours sur ce sujet de la curithérapie, on a une question dans le fil. Donc, on est hospitalisé, donc quelques jours, c'est donc une hospitalisation classique, hein, c'est pas un hôpital de jour, on peut pas faire l'aller-retour une fois que le système est en place. Non, non. Alors, les curithérapies en ambulatoire, c'est les curithérapies du fond vaginal pour des patientes opérées pour un cancer de l'endomètre. On est sur un traitement qui ressemble beaucoup à un examen gynécologique et on fait donc 3 à 4 séances. Là, les patientes sont en ambulatoire. Pour les curithérapies d'un cancer du col localement avancé, les traitements nécessitent une hospitalisation parce qu'on ne peut pas. Voilà, c'est des traitements qui nécessitent très clairement un dispositif en place. On ne peut pas se permettre. D'accord, donc du coup, ça répond à une question de Sylvie qui, elle, a eu visiblement un traitement ambulatoire, on va dire, avec une application temporaire. Donc là, c'est quand même une curithérapie, mais une forme, entre guillemets, plus légère, ou ça a un autre nom? Alors, c'est une curithérapie. Pour les curithérapies du fond vaginal, on va mettre un dispositif qui ressemble à un cylindre et on va traiter quelques millimètres sous la paroi du fond vaginal. Et donc, ce traitement, c'est des tout petits volumes irradiés, c'est des doses qui sont relativement faibles et on est en situation préventive. Il n'y a pas besoin de donner des doses très élevées. Pour les traitements d'une tumeur en place, c'est des doses plus importantes qu'il faut. Et le plus souvent, enfin, pour la curithérapie thérovaginale, c'est une hospitalisation. Il peut y avoir 2 implantations. Soit on met le dispositif une seule fois et la patiente le garde pendant 3 jours, soit on met le dispositif 2 fois en général. Dans ce cas, la patiente peut rentrer chez elle, mais ça nécessite 2 blocs opératoires. Et dans ces cas-là, on fait deux séances premier et deuxième jour, et la patiente revient une semaine plus tard. C'est 2 blocs opératoires et c'est un peu plus contraignant. Vous avez parlé de 6 à 8 semaines finalement après cette curithérapie pour finalement s'en remettre avec des douches vaginales. Donc il y a toute une prescription, je dirais, de conseils d'hygiène, de soins à mettre en place. Et après, finalement, au bout de cette période, on peut reprendre, entre guillemets, le cours de sa vie. Alors, je pense, par exemple, est-ce qu'on peut se baigner, soit prendre un bain, soit aller à la piscine ou à la mer ou, vous voyez, quel est un peu l'impact de ce traitement sur ce type d'activité pour la patiente? Alors, pendant la durée du traitement, je pense qu'il faut éviter tout ce qui va être irritant, le chlore en particulier, l'eau de mer, je pense qu'il faut éviter également. Cette consultation à 2 mois, 6-8 semaines, je vous ai dit, c'est pour regarder si la tumeur a complètement disparu ou pas, et puis organiser la surveillance derrière, mais aussi pour pouvoir dire tout va bien, vous avez plus de tumeur, vous avez
peu ou pas de séquelles, en tout cas aujourd'hui, et il n'y a plus d'inflammation, vous pouvez reprendre une vie normale. C'est l'autorisation pour les rapports sexuels, c'est l'autorisation pour des activités qui peuvent être un petit peu sollicitantes, le vélo, la piscine et tout ça. Donc à partir de ce moment-là, je pense que s'il n'y a pas d'éléments qui va inquiéter le médecin, c'est l'occasion pour lui de donner le feu vert sur une reprise d'une vie normale, puisque l'objectif, c'est la reprise d'une vie normale. Alors, ce matin, professeur Charles-Gary, on avait une infirmière qui nous parlait de comment se préparer aux séances de radiothérapie, de curithérapie, et qui a aussi, entre guillemets, alerté sur l'utilisation de certains produits qui pouvaient soit augmenter les effets indésirables, donc utiliser des produits neutres, sans alcool, sans parfum, etc., des produits qui n'étaient pas obstruants. Et il y a une question sur tout ce qui est les ovules vaginales, tout ce qui est probiotique, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des études? Quel est, vous, votre avis sur l'utilisation de ces éléments avant ou pendant une curithérapie ou une radiothérapie? Alors, il n'y a pas de données scientifiques solides qui permettent de corroborer l'utilité de ces ovules probiotiques avant le traitement, pendant le traitement. Sur le suivi derrière, après traitement, s'il y a des troubles trophiques, on peut envisager des topiques locaux, c'est-à-dire des ovules à base d'œstrogènes, ou s'il n'y a pas de contre-indication. Cancer de l'endomètre, par exemple, en sont une, mais pour un cancer du col de l'utérus, en général, il n'y a pas de contre-indication. Pour ce qui est des applications cutanées, moi, je pense qu'il faut, ou des applications locales pendant le traitement, je pense que, comme ma collègue, je suis assez prudent, et quand on ne sait pas si c'est efficace, il vaut mieux parfois l'éviter pour éviter, au contraire, d'augmenter les effets des rayons. Les ovules dans le vagin vont avoir un effet également, un impact sur l'anatomie du vagin pendant le traitement et peuvent modifier les rapports anatomiques. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'éviter effectivement tout ce qui est à base d'alcool, d'éviter tout ce qui va être irritant. La consultation hebdomadaire, elle permettra de prescrire, s'il y a des réactions cutanées importantes, des traitements locaux, qui peuvent être à base de corticoïdes. On n'est pas comme dans un cancer du sein, avec des doses importantes en général à la peau. Là, on est sur des zones profondes, et en dehors des cancers de la vulve ou du vagin, pour lesquels il va y avoir une inflammation vulvo-vaginale souvent importante, un cancer du col de l'utérus, on a moins de réactions cutanées. Mais on peut en avoir si on irradie les aires ganglionnaires inguinales, c'est-à-dire le creux inguinal, et dans ces cas-là, on peut être amené à prescrire soit des crèmes contre l'inflammation, soit lorsqu'on a des zones un peu sointantes, des traitements qui vont permettre d'accompagner la cicatrisation, mais ça c'est des prescriptions médicales. Donc, comme d'habitude, on demande à son équipe soignante, avant toute administration de quel que soit le traitement, voilà. Très bien. On se réfère à son équipe soignante qui répond et qui vous dira justement ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Laure. Alors, certaines patientes décrivent aussi peut-être un peu à distance des traitements une inflammation, je sais pas, une inflammation, un lymphœdème, soit au niveau du pelvis ou du bassin ou même d'un membre inférieur, donc de la jambe, de la cuisse. Est-ce que, quelle est, on va dire, la fréquence ou quand est-ce que ça apparaît, comment surveiller éventuellement, enfin, quels sont vos conseils pour prendre en charge au plus tôt et essayer de résorber ces problèmes de lymphœdème quand ils existent? Alors ça, c'est une excellente question, et la problématique des lymphodèmes, elle a souvent été un peu sous-estimée. Alors, il y a le lymphodème qu'on va voir, c'est-à-dire cette augmentation un petit peu du périmètre abdominal pendant quelques semaines pendant le traitement, qui est souvent lié au fait que les patients peuvent avoir un curage lombo-aortique pour tirer les ganglions lombo-aortiques, pour les examiner et voir s'il faut ou pas augmenter la région l'irradiation en lombo-aortique. Enfin, c'est plutôt des lymphocèles, c'est-à-dire des poches de lymphe qui peuvent être un peu symptomatiques parfois, qui le sont heureusement assez rarement. Le lymphœdème, c'est-à-dire l'augmentation du volume du membre inférieur, elle se voit essentiellement quand on a des irradiations inguinales, quand les patientes ont des tumeurs qui envahissent la partie basse du vagin ou la vulve, et lorsqu'en plus elles ont un curage pelvien, c'est-à-dire qu'on a retiré les ganglions du pelvis. Et aujourd'hui, on tend de plus en plus à essayer d'éviter de faire une chirurgie de l'utérus et une radiothérapie, car on sait que lorsqu'on fait chirurgie de l'utérus et des ganglions
plus radiothérapie, on augmente de manière considérable le risque de lymphœdème. Et donc, alors quand ils surviennent, on a souvent pas vraiment de traitement médicamenteux à proposer, mais par contre, une efficacité qui a été vraiment, qui me semble, moi, dans mon vécu clinique réel, de la prise en charge par des centres qui ont l'habitude de la prise en charge de ces lymphœdèmes, qui peuvent parfois vraiment gêner les dames. En particulier, il y a des centres experts sur Paris, il y a Cognac G, nous on travaille régulièrement avec eux. Ça se voit moins que dans le cancer du sein, mais quand on a un lymphœdème du membre inférieur, ça peut être quelque chose de très gênant dans la vie de tous les jours. Merci. Alors, tout à l'heure, on évoquait les problèmes liés à la sexualité. Moi, je voulais vous remercier parce que cette conférence, alors on avait fait une webconférence avec le professeur, avec le docteur Léa Harry sur tout ce qui était traitement systémique, etc. Voilà, donc vous aurez le replay. Aujourd'hui, c'est un autre aspect avec la radiothérapie et finalement qui est assez peu traité. Donc, je pense qu'en termes de webconférence pour les patients, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et pour compléter le troisième volet, nous avions fait avec Laure, il y a à peu près 1 an et demi, une webconférence avec un sexologue et qui répondait aussi à beaucoup de questions pratiques. Et donc, on pourra vous remettre le lien si vous le souhaitez, parce que effectivement, il peut y avoir un impact sur la qualité de vie à ce niveau-là et sur la vie de couple. Donc, voilà. Et il y a un point important, je pense, à souligner, les séquelles en termes de sexualité, de traitement, ils sont souvent difficiles à prendre en charge. Mais il y a aussi tout un côté psychologique qu'on prend assez mal en charge, en compte, je pense. Et c'est fréquent que les patientes, même si quand nous on les examine, on voit un vagin qui a une bonne trophicité, des pores vaginales qui sont bien, il n'y a pas de séquelles, les rapports sexuels n'ont pas été repris. Et parce qu'il peut y avoir des douleurs, mais aussi parfois parce qu'il y a une appréhension très forte que cela puisse réveiller la maladie. Et je pense qu'il est du rôle aussi des accompagnants médicaux, gynécologues, radiothérapeutes, chirurgiens, à un moment ou l'autre, de dire, voilà, madame, vous pouvez reprendre vos rapports sexuels si vous le voulez. C'est pas ça qui va réveiller votre maladie. Laure, est-ce que tu as encore une question? Parce qu'on a déjà un peu dépassé et pris un peu plus. Alors, je me permets de mettre dans le chat donc quelques liens. Ben oui, je vois ça, super. J'ai mis les 2 liens des 2 webconférences que nous avons citées. Je viens de rajouter en fait une association qui s'appelle l'Infosport, qui est animée par une patiente qui est donc Eleonore Piot, qui est spécialiste, on va dire, qui est membre d'Imagine, qui est une association dédiée donc au cancer gynéco et qui est concernée par donc le lymphœdème du membre inférieur et qui propose des activités physiques adaptées, etc., à ces patientes et qui peut aussi témoigner d'une qualité de vie retrouvée malgré, on va dire, les difficultés du traitement. Alors peut-être une question là qui restait un petit peu sur le retour à une qualité de vie où voilà, quand on est en traitement, il y a une jeune femme qui parle du fait que est-ce qu'elle peut pendant ces traitements-là, est-ce qu'elle peut quand même porter son petit enfant dans les bras ou un peu plus grand, 4-5 ans, donc il peut être un peu lourd aussi de temps en temps, mais faire des gros câlins, ça fait du bien, même surtout en ce moment. Mais ça peut être aussi tout simplement dans la vie pratique, est-ce qu'il faut faire attention à ce qu'on porte, est-ce qu'il faut faire attention à son ventre, est-ce qu'il y a des précautions aussi au-delà de retrouver un confort local, quel type d'activité physique peut être préconisée pour se remettre après ces traitements qui sont quand même très impactants pour une femme. Alors, je pense que la question sur est-ce que je peux porter mon petit, est peut-être en rapport aussi avec une inquiétude sur les rayonnements, sur le risque radioactif. Alors, il n'y a pas de risque radioactif du tout pour les gens pour les enfants, puisque la radioactivité s'arrête quand la source radioactive retourne dans la machine. Maintenant, c'est difficile de répondre, il n'y a pas de contre-indication à faire des activités physiques. Au contraire, je pense que ça fait partie de la réhabilitation post-traitement que de reprendre une vie active, y compris sportive.
j'éviterai quand même dans les suites immédiates des sports qui peuvent être violents sur le périnée, comme le cyclisme mais ensuite c'est vraiment quelque chose au cas par cas. La natation, c'est quelque chose de très bien. La marche un petit peu active, le pilate, toutes ces activités, à mon avis, ne peuvent être qu'encouragées. Super. Écoutez, merci beaucoup. Merci Merci pour l'invitation.